Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans le 52e épisode du podcast Se traiter en première classe. Suis-je trop exigeante pour trouver un mari ? Avant de continuer et pendant que le chat détruit mon bureau, je tiens à te rappeler que tu peux profiter du guide offert pour choisir sa moitié. Tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide pour télécharger ton guide offert. Et également, sache qu'aujourd'hui, à la date de sortie de ce 52e podcast, le jeudi 3 août, eh bien, nous avons rendez-vous du 11 au 13 août prochain pour le workshop, le mindset pour trouver sa moitié. Et pendant ce workshop, je te donne rendez-vous pendant 3 jours, tous les matins à 10h30. Je vais te donner la leçon, si je peux dire ça comme ça, du jour. Et puis ensuite, nous ferons des sessions questions-réponses. Donc, bloc 1h30 sur ces 3 jours du 11, je répète, du 11 au 13 août pour le workshop, le mindset pour trouver sa moitié. Tu peux réserver ta place sur www.mapsyenlignechaismoi.fr/workshop. Et j'ai hâte de te retrouver, toutes les single ladies. Dans cet épisode du jour, on va faire la lumière justement sur les femmes, entre guillemets, trop exigeantes en amour. Et pour mettre en lumière ce que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, je vais analyser 2 témoignages de femmes qui se demandent si elles sont trop exigeantes justement dans la recherche de leur futur mari. Tu vas voir que le résultat il va être totalement surprenant et inattendu. On va en tirer quelques pépites à retenir justement quand tu cherches ta moitié. Et si bien sûr tu veux aller plus loin et plus en profondeur, je t'invite à nouveau à réserver ta place pour le workshop qui a lieu du 11 au 13 août 2023, tous les matins à 10h30 sur Zoom. Premier témoignage. Donc d'un côté on a, je cite le témoignage, d'accord. Dès que je rencontre un homme, même s'il me plaît physiquement, je vais trouver à chaque fois quelque chose qui m'énerve chez lui, ou fixer quelque chose tout le long d'une conversation. Et du coup, je vais refuser de continuer de le voir juste pour des détails. Du style un cheveu sur la langue, une élocution bizarre, un tic, un rire pas terrible, une voix qui me plaît pas. Bref, que des trucs du genre. Je pense même au fait qu'ils doivent plaire à mes amis et à ma famille avant même de savoir s'il me plaît pour moi. Je voudrais le gendre idéal, le mec qui fait rire tout mon entourage. Ça peut faire rire, mais ça me bouffe la vie d'être devenue aussi exigeante. Je sais pas comment résoudre ça en fait. Peut-être faut-il que je passe le cap de la conversation et essayer vraiment de me descendre et passer aux embrassades, je sais pas. Donc, je vais analyser un petit peu ce retour, ce témoignage, d'accord, et on va tirer ensemble, on va en tirer ensemble des leçons, des petites sagesses, si je peux dire ça comme ça. Je pense qu'ici, on est en plein dans une problématique d'une femme qui ne sait pas s'écouter. Et elle présente certainement, je pense, de la dépendance affective qui est, je pense, la conséquence du fait qu'elle ne s'écoute pas. Elle se juge d'avoir des ressentis. Elle ne cherche pas à comprendre ce que son intuition lui apporte. Puisqu'elle dit, euh,
Elle dit style cheveux sur la langue, élocution bizarre, tic, rire pas terrible, etc. Tout ça, c'est son intuition qui lui apporte. Et là, elle se juge de d'avoir ces ressentis-là, en fait. Et comme elle n'est pas connectée à elle-même, forcément, elle envisage de se forcer à aller plus loin, ce qui est totalement contre-intuitif et contre-productif. Elle met elle-même le pied dans la porte, comme on dit en psychologie, si elle se force à avoir une intimité physique avec un homme alors qu'elle n'en a pas envie du tout. Elle va juste prendre le risque de se couper d'elle-même un peu plus, voire même de se dissocier, si je puis dire. En fait, elle n'est pas exigeante. Elle a juste des ressentis qui découlent de ses critères. Ça, c'est important de le retenir. En général, nos ressentis découlent des critères. On voit que l'expression orale, elle est importante pour elle. Cheveux sur la langue, élocution bizarre, tic, un rire pas terrible, une voix qui me plaît pas. Et je serais pas étonnée d'apprendre que dans son histoire de vie, elle a été par exemple témoin ou victime de harcèlement autour de détails entre guillemets comme elle dit. Par conséquent, son inconscient pourrait peut-être réagir à ça comme des dangers potentiels pour elle ou pour ses enfants. D'accord? Donc on voit que je parle là, elle a donné entre guillemets les arguments, elle a ciblé des choses qui sont des détails très précis en fait, des faits. On a le droit de pas aimer un cheveu sur la langue, on a le droit de pas apprécier, enfin d'être pas à l'aise avec une certaine élocution, etc. Mais comme elle se juge pour ça, elle essaie pas de comprendre les tenants, les aboutissants de ses ressentis, bah comme je vous disais, elle songe en fait à se forcer à être intime avec un homme avec qui finalement elle n'a pas envie d'être intime. Je vous cite un deuxième témoignage, d'accord? Toujours dans cette même veine de en mode je suis trop exigeante, est-ce que je suis trop exigeante, je refuse de continuer pour des détails, etc. Donc un autre témoignage, je le lis, hein. Deux points, ouvrez les guillemets. Mon idéal d'homme serait le suivant. D'origine maghrébine, idéalement marocain, lol. Pratiquant, grand de taille, et elle précise, je bloque vraiment en dessous d'1,80 m. Un beau sourire, du charisme, un niveau d'études élevé, un bon poste, drôle, entre 35 et 40 ans, sans enfant, et elle pose la question suivante, est-ce que j'en demande trop? Ce que j'ai envie de lui répondre, et ce que j'ai envie de vous partager, le mariage, d'accord, il faut dire les choses clairement, ça implique de faire avec la culture de l'autre. Alors oui, il y a la culture au sens de la culture de la société, par exemple, le côté vraiment culturel au sens général qu'on entend toutes et tous. Et puis il y a aussi la culture familiale. Les habitudes familiales, etc., quand on partage la vie et le quotidien de notre personne, on choisit en fait de faire avec l'autre, entre guillemets. Et ça peut faire beaucoup. Du coup, vouloir réduire, entre guillemets, la zone des inconnus en choisissant quelqu'un de la même origine parce que finalement ça semble plus familier et sécurisant, bah franchement ça me choque pas. Alors attention, ça me choque pas avec d'un point de vue, c'est la psychologue qui parle avec un petit peu d'expérience. Je pense que quand j'avais une vingtaine d'années, ce genre de propos, honnêtement, m'aurait un peu choqué. Mais quand on va un petit peu dans la profondeur des tenants et des aboutissants de ce que ça implique justement le mariage, on peut comprendre en fait qu'on se dit, attention, hein, je dis pas que c'est vrai, qu'on puisse chercher à réduire justement les zones des inconnus en se mettant avec quelqu'un de la même origine, de la même ville, etc. Parce que justement, on va se retrouver avec un autre, on va se retrouver à vivre avec quelqu'un, entre guillemets, qu'on ne connaît pas. Et ça fait peur, en fait, c'est l'inconnu. Du coup, en se disant, bah tiens, quelqu'un qui est de la même origine, etc., ça réduit ces inconnus-là, il y aura peut-être plus de familiarité, plus de choses qu'on connaît, etc. C'est tout à fait entendable. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, je pense que réellement, oui, ça peut être ça peut amener de la familiarité au sens où vous allez vous comprendre, etc., peut-être plus facilement, mais c'est pas forcément le cas, clairement. Il faut savoir que, pour le second point, la religion musulmane couvre et régit tous les aspects de la vie de ses croyants et de ses croyantes, d'accord? Le mariage et les relations maritales en font partie. Fonder une famille avec un homme qui pratique la même religion, c'est psychologiquement et émotionnellement rassurant parce que ça garantit justement encore dans la même veine des habitudes, des valeurs et des principes similaires. À noter également que d'un point de vue religieux, hein, c'est une obligation pour la femme musulmane que de s'unir avec un
coreligionnaire, autrement dit avec un homme musulman. Et du coup, quand elle dit pratiquant, bah, c'est finalement, je pense, c'est ce qu'elle essaie c'est ce qu'elle exprime. Pour ce qui est du fait d'être grand de taille, alors que l'initiatrice de ce témoignage en soit consciente ou non, et de manière générale, qu'elles en soient conscientes ou non, les femmes, elles cherchent à se sentir en sécurité auprès de leur époux, auprès de leur mari. Et du coup, rechercher un homme qui est grand, c'est souvent associé pour les femmes à un sentiment de sécurité, ou autrement dit plutôt à une insécurité qui demande à être comblée. Et je pense que c'est pas du tout un mal, c'est absolument pas un mal en soi, c'est juste que quand elle dit encore une fois grand de taille, pour elle, grande taille c'est 1,80 m, pour elle ça symbolise la sécurité, c'est son critère en fait. Why not? Pourquoi pas? Elle parle aussi d'un beau sourire. Et il faut savoir qu'un beau sourire, ça peut témoigner d'une bonne santé. Encore une fois, c'est plus ou moins consciemment. On sait maintenant toutes les tricheries à notre disposition pour avoir des dents blanches, des dents ou des faussettes plutôt, blanches et éclatantes. Mais on sait qu'à la base, plus ou moins consciemment, un beau sourire, on est programmé en mode un beau sourire, ça témoigne d'une bonne santé. Du coup, chercher un mari qui porte les caractéristiques d'une bonne santé, et plus ou moins consciemment, le fait d'être grand en taille, ça peut aussi plus ou moins consciemment témoigner de ça. Donc, porter les caractéristiques de cette bonne santé et de l'hygiène surtout, c'est souvent un point en fait euh, qui n'est pas conscient chez les femmes, mais je vous assure, qui prend des proportions vraiment importantes lorsqu'elles se marient et fondent un foyer. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai accompagné des femmes qui se sont plaintes dans la confidence du manque d'hygiène de leur époux, que ce soit de l'hygiène buccale ou de l'hygiène en général. Du coup, que plus ou moins consciemment, on observe, on ait des critères qui finalement viennent nous rassurer par rapport à ça, je, je suis même pas là pour dire si c'est abusé ou pas. On est là pour mettre de la profondeur, pour essayer de comprendre justement les critères qui peuvent être les critères des femmes. D'accord? Elle parle aussi de charisme. Je pense que quand les femmes parlent de charisme, ce qui est plus ou moins encore une fois conscient, c'est la volonté de trouver un chef de famille, un leader pour elle et un leader pour ses enfants. Quelqu'un qui va être rassurant, qui va pouvoir faire preuve d'autorité et pas d'autoritarisme. Et je pense vraiment que quand les femmes parlent de charisme, franchement, 90% du temps, quand on creuse, quand on épaissit un peu la réflexion, si je peux dire ça comme ça, on se rend compte que finalement, voilà, elle cherche un leader, quelqu'un qui puisse mener la barque familiale, si je peux dire ça comme ça. Et dans la même veine, quand elle parle du niveau d'études, donc elle a dit un niveau d'études élevé et un bon poste, je pense que là, peut-être que, alors je vais aller au bout de l'idée directement, hein, mais là, peut-être que, encore une fois, plus ou moins consciemment, elle est en mode, elle cherche un bagage génétique pour ses enfants, peut-être elle se dit que, plus ou moins, enfin, encore une fois, je pense que c'est très inconscient, mais on se dit, tiens, un homme intelligent, c'est quelqu'un qui va réussir à driver sa famille, il a réussi à avoir un bon poste, il est débrouillard, il a des qualités, c'est un homme qui est capable de rebondir et de subvenir aux besoins à ses besoins à elle probablement et aux besoins de ses enfants. Donc là, je pense que ça peut répondre comment dirais-je, à la volonté d'offrir à ses enfants un bagage génétique intéressant, mais ça peut aussi répondre aux besoins de sécurité. Et quand elle dit qu'elle cherche un homme qui soit drôle, j'imagine que elle est à la recherche d'une vie quotidienne agréable, puisque, n'est-ce pas, quand on est marié, on est censé vivre son quotidien avec son mari, dans la plupart des cas. Et du coup, bah, quelqu'un de drôle, c'est souvent une personne, c'est un signe d'intelligence aussi d'ailleurs. Ne dit-on pas que les personnes qui sont drôles ont de l'esprit? Et qui sait souvent aussi la drôlerie, si je puis dire, elle est souvent associée au fait de savoir désamorcer des situations, de ne pas prendre les choses personnellement. Du coup, ça génère moins de conflits, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est plus ou moins perçu. De vivre avec une personne drôle, c'est une personne peut-être qui se prend moins la tête et du coup, qui est enfin, comment dirais-je, qui serait plus encline à offrir une vie de couple et une vie de famille où il y a moins de conflits. Quand cette jeune femme nous dit tranche d'âge entre 35 et 40 ans. Alors, j'ai pas de piste réelle, mais je vais faire l'hypothèse qu'elle associe
l'âge à la maturité. Soit c'est ça, j'imagine, soit c'est sa tranche d'âge à elle. Et alors, concernant le fait d'associer l'âge et la maturité, je pense que, c'est-à-dire de se dire, tiens, un homme de 35 ans est plus mature qu'un homme de 25 ans, je te dirais c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que réellement, quand tu as 35-40 ans, effectivement, tu as eu le temps de davantage bosser sur toi. Les épreuves, les challenges peuvent apporter, les épreuves, les challenges de vie peuvent apporter plus d'intelligence émotionnelle, plus de sagesse. Le chat essaye encore de s'incruster dans le podcast. Plus de sagesse, pardon, plus de maturité. Parce que justement, cette personne, elle est censée peut-être avoir tiré des leçons de ces épreuves et de facto du coup de la maturité. Et puis je te dirais aussi que ça peut être faux. Parce que si tu as justement un homme en face de toi qui a 35-40 ans, mais qui s'est toujours victimisé, il a divorcé parce que son ex-femme c'était une sorcière, enfin voilà, c'est jamais de sa faute, en fait, c'est toujours lui la victime, c'est toujours lui le calimero, il met la faute sur tout le monde et c'est pas du tout remis en question. Il est probable que si tu le compares à un jeune homme de 25-27 ans qui lui a bossé sur lui, a travaillé sur son ego, etc., ben, le jeune homme, entre guillemets, sera certainement, probablement, plus mature que celui qui approche de la quarantaine. Sans transition, quand elle évoque le fait de ne pas avoir d'enfant, en fait, on a tout à fait le droit. Ça peut, alors ça, encore une fois, on n'est pas là pour être dans le jugement. C'est facile de dire, oui, c'est une égoïste, elle veut un homme sans enfant, blablabla. Voilà, on n'est pas ici pour juger, on essaie de comprendre les critères, en fait, pour dépasser justement cette idée qu'on puisse être trop exigeante. D'accord? Donc là, vous avez vu que ma perspective, bien sûr, c'est pas celle-là en fait. Ma perspective, c'est d'essayer, et c'est vraiment ce qu'on va venir creuser pendant le workshop que je t'invite à rejoindre, encore une fois, si tu cherches ta moitié, ta douce moitié, si je puis dire. On est là pour essayer de creuser, d'aller en profondeur, de comprendre. Et justement, pour en revenir à cette femme, quand elle dit elle ne veut pas un homme avec des enfants, elle ne souhaite pas d'un conjoint qui a déjà des enfants, mais j'ai envie de lui dire, tu as tout à fait le droit de ne pas te sentir prête à accueillir les enfants d'une autre femme. Ça peut sembler comme ça égoïste, etc. Mais réellement, c'est une grosse responsabilité. Et je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'en être consciente et d'être lucide sur ça. Parce que peut-être que tu peux être dans une perspective où tu vas accepter un peu sans réfléchir, juste parce que tu as envie d'être marié, et puis seulement ensuite tu vas te rendre compte que tu n'as pas les ressources mentales et psychologiques et émotionnelles pour faire avec. Donc je pense que le fait justement qu'elle dise sans enfant, encore une fois, je sais pas, plus ou moins consciemment, j'imagine qu'elle a évalué sa capacité à éduquer et à élever peut-être à moitié temps, comment on dit, pas, à mi-temps, pardon, les enfants d'une autre femme, peut-être elle s'en sent pas capable et elle sait tout, c'est comme ça. Et là, quand elle pose la question dans la fin de son témoignage, elle dit, est-ce que j'en demande trop? Mais en fait, je pense vraiment, comme je vous disais, que le problème, c'est pas tant d'être trop exigeante ou trop en demander. Le souci, c'est quand t'es pas en connexion réelle avec tes critères. Parce que quand t'es pas en connexion réelle avec tes critères, vous voyez, la connexion, c'est tout ce travail que j'ai fait d'analyse avec vous aujourd'hui dans ce podcast. Parce que quand t'es pas dans ce travail d'analyse, d'aller en profondeur sur tes critères, parce que tu doutes, qu'est-ce qui se passe? Tu doutes de toi, tu te forces. Bon, je vous rappelle le premier témoignage où elle pensait à devenir intime avec un homme qui la répulse quasiment. Donc là, t'en viens en fait à te forcer, et finalement, entre guillemets, tu laisses le pouvoir aux autres de faire les choix. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de dépendance affective et psychologique, quand elle disait par exemple, je pense même au fait qu'ils doivent plaire à mes amis et ma famille avant même de savoir s'il me plaît pour moi. Je voudrais le gendre idéal, le mec qui fasse rire mon entourage. Ben, j'imagine en fait que elle se dit que s'il est validé par l'entourage via le rire, elle va se sentir davantage fière d'elle, si je peux dire ça comme ça, auprès de ses proches. Et du coup, bah, la validation, c'est comme si c'est pas elle qui la donne, c'est ses proches. Elle est là la dépendance affective en fait. Il y a je dis pas qu'il faut pas demander conseil, attention, très important de demander on va approfondir la question pendant le workshop. Très important de demander l'avis d'autres personnes quand on est en mode recrutement pour le conjoint, etc. Mais consulter, c'est une chose, laisser à l'autre, à l'entourage le choix, c'en est une autre. Et du coup, comme elle laisse littéralement les clés
dans les poches de ses proches, elle laisse finalement par là même définir sa valeur par les retours qu'elle a de l'extérieur en faisant ça. Si lui il est validé, c'est que je suis valable, etc. Il y a tout un schéma psychologique. Et si tu en viens à te forcer d'une manière ou d'une autre parce que tu ne te sens pas légitime dans tes critères, tu prends le risque de te retrouver avec quelqu'un avec qui tu n'es pas compatible. Et ça peut forcément impacter non seulement la construction du couple, mais aussi la pérennité du mariage et l'équilibre psychologique et émotionnel des enfants à cause des conflits qui découlent de ça. Et c'est vraiment parmi les nombreuses raisons pour lesquelles j'ai mis au point le workshop, le dernier point est le point qui me concerne, si je peux dire, enfin qui me tracasse, si je peux dire ça comme ça, concerne au sens anglais du terme, euh, le plus. C'est-à-dire que faire un choix de vie pour soi, pour construire un foyer, c'est une chose. Les enfants, entre guillemets, ils n'ont rien demandé. On a une responsabilité par rapport à eux. Et je pense que vraiment, euh, de, d'aller en profondeur dans sa démarche de connaissance avec un homme, ça fait partie vraiment du fait d'être une femme responsable, non seulement pour choisir son conjoint, mais pour choisir aussi le père de ses enfants. Le workshop, le mindset pour trouver sa moitié, du 11 au 13 août. 3 jours de masterclass en live sur Zoom à 10h30. Ensuite, on fera des sessions de questions et réponses. Donc, il y aura environ 45 minutes de masterclass et 45 minutes de session questions et réponses. Et le replay sera offert pendant une durée de 1 an. Pendant le premier jour, on va bosser sur comment être une femme confiante et trouver sa moitié, justement. On va faire le bilan impactant de la femme que tu es. Je vais aussi te parler de la méthode pour que tu puisses prendre conscience vraiment de tes attentes et que tu ne sois pas en mode mytho par rapport à toi pour être ensuite déçu. Et je vais te présenter un outil concret pour que tu puisses hacker les croyances limitantes qui freinent tes démarches pour trouver ta moitié. Le deuxième jour, on va se focus sur le fait d'être une femme sereine pour trouver sa moitié. Donc, entre autres, on va parler, on va discuter de tout ce dont tu dois être consciente pour trouver ta moitié avec ton cœur et ta raison. Ok? Très important ça. Parce qu'on sait comment c'est quand on a envie de se marier. On va voir aussi le processus pour reconnaître ta moitié le jour J. Et on va voir aussi comment éviter de tomber sous le premier venu. Le troisième jour, on va se focus sur le fait d'être une femme épanouie avant et après, justement, pour avoir trouvé sa moitié. Tu vas voir le vrai mindset des rencontres efficaces, la posture pour gérer ses émotions quand on cherche sa moitié, parce qu'on sait que ça peut être très challenging au niveau émotionnel. On va voir le secret des femmes qui sont charismatiques. Le prix de lancement pour ce workshop, il est à 97 € au lieu de 397 €. Et comme on a eu des demandes en ce sens, j'ai ouvert le paiement en plusieurs fois. Le lien, il est dans ta bio ou en légende selon où tu écoutes ce podcast, ou tu peux te rendre directement sur mapsurlinchez-moi.fr workshop /workshop, mapsurlinchez-moi.fr /workshop. Et dans tous les cas, tu peux aussi télécharger ton guide offert par la team mapsurlinchez-moi.fr sur mapsurlinchez-moi.fr/guide. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à contacter la team Mapsurlinchez-moi sur WhatsApp au 07 81 11 64 11. Je te mets le lien d'accès direct est dispo en légende, ou si tu vas sur Insta, hashtag Émilie-Antoine ou @mapsurlinchez-moi, il est dans la bio. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast, donc n'hésite pas, ou je t'invite plutôt à m'adresser une note, une review, un commentaire depuis ta plateforme d'écoute. À t'abonner, bien sûr, pour ne rien rater. Merci de ton écoute et de ton attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vous donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes blocages, de tes traumatismes et tutti quanti. C'était Émilie Antoine, psychologue
experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis la fondatrice de mapsienlignemoi.fr. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je te dis à bientôt. Bye bye.